Philippe Pascaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien conseiller régional, ancien adjoint au maire d'Évry, Manuel Valls. Vous êtes également ancien président de la commission professionnelle et apprentissage d'Île-de-France. Vous publiez cet ouvrage « Pilleurs d'État » qui relate un petit peu une somme d'anecdotes relatives aux abus légaux des élus. Pour commencer l'interview, en tant qu'ancien adjoint au maire d'Évry auprès de Manuel Valls, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'actuel Premier ministre? Est-ce que vous êtes triste ou est-ce que vous êtes heureux pour lui? Je suis triste pour lui. Voilà. Je trouve qu'il est rentré dans le système et qu'il est passé de l'autre côté de la barrière. Pourquoi? Parce que, mais je ne vais pas faire tout l'interview sur Manuel Valls. Manuel Valls, pour moi, c'est un épiphénomène. Donc l'important, c'est le système politique français qui lui est vérolé. C'est ce que je mets dans mes livres. C'est-à-dire que le système politique vérolé, aujourd'hui, ne favorise pas l'éclosion d'élus intègres. Est-ce qu'il faut céder aux tous pourris? Non, parce que tous les élus ne sont pas pourris. Ça, c'est aussi une grosse structure. Il y a 618 000 élus en France. Les 618 000 élus ne sont pas pourris. Par contre, je constate que plus on remonte dans le haut de la pyramide, moins je rencontre d'élus qui ne sont pas pourris. Mais la base de la pyramide est beaucoup plus large que le haut de la pyramide. Et ça n'a aucune connotation franc-maçonnique. Vous avez mentionné ce terme élu inéligible. Comment se fait-il que des élus qui ont été condamnés arrivent quand même à se faire élire? Alors, des élus qui ont été condamnés et qui ont été déclarés inéligibles, parce qu'il faut savoir que la peine d'éligibilité en France, depuis 2010, est une peine complémentaire. Donc il faut qu'on la prononce en plus de la condamnation. Ce qui déjà pour moi est un non-sens. Mais ce qui devient fou, c'est que j'ai découvert, et je le mets dans du goudron et des plumes, le prochain livre qui sort, c'est que j'ai des élus qui sont inéligibles dans les faits et qui sont quand même élus. Je pose la question, comment ça se fait que les contrôles qui devraient être faits n'ont pas été faits? J'ai même un endroit, et je le cite, c'est qu'un élu qui a été déclaré inéligible a été élu, le préfet, il s'est de l'émettre, c'est le préfet qu'on a viré. Il y a un moment donné, il va falloir que les politiques appliquent à eux-mêmes ce qu'ils nous demandent d'appliquer à nous. Ils ont été condamnés pour quel type de délit ou de crime, ces élus? J'ai plus le truc en tête, mais celui dont je parle, ils ont été condamnés pour des délits graves, de détournement de fonds, de corruption, de confusion. C'est-à-dire des faits qui sont graves. On n'est pas devant le petit vol à l'étalage. On est devant un détournement d'argent et de l'argent souvent public. On est devant des prises illégales d'intérêt, ce qui est un des délits les plus importants au niveau des élus. C'est-à-dire que tu ne peux pas être jugé parti et que quand c'est comme ça, on a ce qu'on appelle, quand on est jugé parti, une prise illégale d'intérêt. Ça, c'est un délit grave. Il y a des élus qui ont été condamnés à l'éligibilité et comme par hasard, je les retrouve élus après. C'est complètement anachronique, c'est complètement aberrant. Vous évoquiez des cas de viol tout à l'heure? Oui, j'ai des élus qui ont fait des viols, j'ai des élus qui ont fait des agressions sexuelles. J'ai un élu du 93 qui a été condamné pour agression sexuelle sur des femmes, qui a été réélu haut la main au premier tour. Qui est con? Quel pourcentage parmi les élus en France, parmi les parlementaires, ont eu des problèmes avec la justice ou avec le fisc, par exemple? Alors je le mets dans du goudron et des plumes. J'ai répertorié 30% des parlementaires, 577 députés, 348 sénateurs, qui ont eu soit affaire avec la justice, soit affaire avec le fisc. 30%. On me dit oui, mais il y en a 70% qui sont honnêtes. Mais il y en a déjà 30% de trop. Ces gens-là doivent être exemplaires. Et ces gens-là ne sont pas exemplaires. Par contre, ils nous demandent à nous l'exemplarité. Alors, votre livre est rempli d'anecdotes assez croustillantes. Vous parlez de l'enveloppe des députés pour qu'ils puissent rémunérer leurs collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Je vais vous expliquer. Ça s'appelle une enveloppe de 9 000 € avec laquelle les parlementaires peuvent rétribuer leurs assistants et collaborateurs. Et j'ai découvert que certains n'employaient qu'un seul assistant et que légalement, ils reversaient le reste de la somme de cette enveloppe de parlementaires sur leur IRFM, ce qui fait qu'en fin de compte, ils avaient 6 000 € en moyenne d'argent de poche en plus. Vous nous avez également dit que certains élus payent 2 fois moins d'impôts que les Français. Oui, parce qu'un Français, il paye des impôts en pourcentage sur le cumul de ses revenus. C'est-à-dire que si vous avez 2 travails, vous cumulez la somme de ces 2 travails, et c'est sur cette somme-là que vous êtes imposé. Donc plus vous cumulez de sommes et de travail, plus votre taux d'imposition monte, ce qui, à la limite, peut être contestable, mais est légal et normal. Un élu est imposé sur chaque tranche de ses mandats, ce qui veut dire que ce n'est pas cumulable. Donc un élu qui a 3 ou 4 mandats, il ne paye des impôts que sur chaque partie de son petit mandat.
Donc un élu, à somme égale, paye 2 fois moins d'impôts qu'un salarié. Vous avez également dit un mot sur les retraites. Alors, il n'y a pas le même système de cotisation et en plus, un élu cotise 2 fois plus qu'un Français en une année. Non, lui, il cotise pas. Un élu cotise 2 fois moins, au contraire. Oui. C'est-à-dire qu'un élu, sa cotisation est abondée par la collectivité. Donc quand il a cotisé 1 an, en fin de compte, il a payé 2 ans. Donc moi, par exemple, j'ai fait 15 ans d'élu rémunéré. J'ai donc cotisé pour 30 ans de cotisation. Donc quand vous avez cotisé pour 30 ans, la retraite n'est pas la même que quand vous avez cotisé pour 15 ans. Et quand en plus on vous ajoutez que la retraite d'un élu se fait par capitalisation et non par répartition, être élu aujourd'hui, c'est un bonheur au niveau de la retraite. Vous nous avez également parlé de l'IRFM, qui est l'indemnité de représentation de frais de mandat. Il y a 5 770 € par député, 6 200 € par sénateur. C'est de l'argent de poche dont ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire ? Il n'y a pas de contrôle. Si je veux me payer des vacances avec, je peux. C'est légal. Entre guillemets. Légal, oui. Complètement immoral. Pourquoi vous avez écrit ce livre, Philippe Pascot ? Parce qu'il faut que les gens sachent. Et que moi, j'ai jamais eu le doigt sous la couture. Et qu'à un moment donné, l'opacité, ça suffit. Et qu'en plus, moi, j'étais de l'intérieur. Donc, ce que j'écris, je le sais. Ce que le lambda, ce que les lecteurs moyens, lui, ne sait pas. Un lecteur lambda ne pouvait pas savoir qu'une pension de reversion pour un élu, c'était 66% sans plafond, alors que pour un salarié, c'est 54% de 19 000 € maximum. Moi, je le savais. Donc, je l'ai écrit pour que les lecteurs, le citoyen, sachent. Pourquoi les Français ne savent pas tout ça ? Parce qu'ils ne veulent pas savoir. Parce que jusqu'à présent, on déléguait, on ne s'en occupait pas. Vous avez été médiatisé pour la promotion de votre ouvrage ? Alors, j'ai été médiatisé pour plein de petits médias comme les vôtres. Pas par les grandes télés pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Les grandes télés ne m'invitent pas. J'ai 25 millions de vues sur Internet, 10 millions de vues sur une émission avec Jean-Jacques Bourdin sur RMC, 10 millions de vues. J'ai encore pas une grande télé qui m'a invité. Il n'y a pas Laurent Ruquier qui a essayé de vous inviter ? Oui, il y a des émissions du samedi soir bien connues qui normalement auraient dû m'inviter, qui apparemment ont reçu des petits coups de téléphone pour pas que je vienne. Mais ça va peut-être changer. Catherine Barma, si tu m'écoutes, à bientôt. Est-ce que vous avez eu des pressions ? Est-ce que vous vous êtes suivi ? Est-ce que vous pensez être sur écoute ? Bon, je pense qu'il y a quelques agents de la DCRI qui me connaissent bien et qui me suivent régulièrement. Mais c'est normal, il faut bien qu'ils travaillent un petit peu. Vous êtes resté cantonné aux élus nationaux. Est-ce que vous pensez aux élus nationaux. Ouais, voilà. C'est déjà exactement. Je veux bien le croire. Des nuits entières, des mois entiers à chercher les informations, à les recouper, puisque tout ce que j'ai écrit est factuel. Je n'ai rien inventé, je n'ai rien imaginé. Tout ce que j'ai mis dans mes livres, c'est vrai, c'est vérifié, c'est recoupé. C'est sans doute pour ça que j'ai pas eu un seul procès pour l'instant. Je rappelle quand même que dans mes 3 livres, je mets plus de 1000 noms d'élus. Plus de 1000 noms d'élus, avec ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait et où ils habitent. Vous avez une idée de ce qui se passe au Parlement européen ? Oui, j'ai une idée, je suis d'accord. J'ai pas eu le temps de l'étudier parce que c'est un petit peu plus compliqué. Mais je pense très honnêtement, entre nous, que le Parlement européen, c'est pire. À quel point de vue ? Tout. Je le redis à chaque fois, il y a 20 lobbyistes qui sont payés par élu département, par élu européen. 20 lobbyistes qui sont payés pour faire dire à un député européen ce que ces gens-là veulent que le député européen. Où est leur liberté ? Je dis que ces gens-là devraient être interdits. Où est le libre arbitre des députés européens quand c'est des lobbying qui leur expliquent ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils doivent écrire ? Quand c'est des entreprises étrangères qui ne pensent qu'à une chose, au profit. Moi, je parle partage. Moi, je parle santé. Ces gens-là parlent argent, parlent capital. On n'est pas du tout sur le même langage. Moi, je parle peuple. Je parle bien-être pour l'ensemble des gens. Ces gens-là parlent bien-être de quelques-uns. Vous évoquiez tout à l'heure le haut de la pyramide, c'est les élus du haut de la pyramide. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de caste ? Est-ce que vous visez en particulier l'ENA ? Non, ça, je ne retombe pas dans ce discours complotiste, l'ENA, Sciences Po, les francs-maçons. C'est uniquement une question de pouvoir, de corporation et d'argent. Il y a des cons partout. Il y a des cons à Sciences Po, il y a des cons à l'ENA, il y a des cons chez les bouchers, il y a des cons dans toutes les corporations qui cherchent uniquement à se protéger. Je le rappelle et je le mets dans mon livre, la corporation des notaires a mis un texte de loi écrit pour que les députés défendent les notaires. 40 députés de droite et de gauche ont repris le texte à la virgule près. Et c'était pas des francs-maçons, c'était juste des notaires. Donc on se rend bien compte que c'est uniquement une question de pouvoir et de corporation. Et d'argent. Comment vous pensez qu'on peut changer le système ?
Alors plus on sera transparent, plus on utilisera de contre-pouvoir, moins les dictatures s'installent. Les dictatures s'installent quand les choses sont opaques. Les dictatures s'installent quand les gens commencent à ne plus relever la tête. Les dictatures s'installent quand les gens ne s'informent plus. Donc plus les gens s'informeront, plus les gens sauront, plus il y aura de transparence, moins ils pourront abuser. Vous avez parlé du vote obligatoire. Oui, je suis pour le vote obligatoire. Aujourd'hui, il y a 80% de gens qui ne vont pas voter. J'appelle ça une gangrène. La seule façon d'arrêter une gangrène, c'est de couper le bras. Le vote obligatoire, personne ne s'en rend compte. Il y a une chose hyper importante sur le vote obligatoire, c'est qu'on supprime l'abstention. Si on supprime l'abstention, on est obligé de faire que le vote blanc devient un vote politique. Donc si le vote blanc est un vote politique, ils sont obligés de mettre un pourcentage. S'ils mettent un réel pourcentage sur le vote blanc, à partir d'un certain pourcentage, tous les candidats en lice dégagés. Vous avez vendu combien d'exemplaires de votre livre jusqu'ici? Pilleur d'État, j'en suis à presque 50 000 exemplaires. Mais moi, je précise, c'est des vrais électeurs. C'est des vrais lecteurs. C'est des vrais acheteurs. J'ai pas fait acheter 15 000 bouquins par le Qatar et je fais aucune télé et les gens achètent. Alors que les hommes politiques font plein de télé, ils ne vendent pas un seul bouquin. Thévenoud, 238 bouquins. Manuel Valls, il doit peut-être être à 3 000 aujourd'hui. Philippe Pascot, merci. C'est moi qui vous remercie.